Bien, notre dernier intervenant, Monsieur Didier Danet. Didier est maître de conférence aux écoles de Saint-Cyr, Couët-Quidan, et responsable du pôle Action globale et forces terrestres au centre de recherche des écoles de Couët-Quidan. De plus, Didier est le responsable du master spécialisé. Alors je vais essayer de le dire aussi bien que Pierre Arnaud. Opération et gestion des crises en cybernétique, en cyberdéfense, pardon. Et donc Didier, je te cède la parole. Merci Alain. Alors je vais effectivement vous présenter un petit peu cette formation particulière qui est un petit peu en décalage par rapport à ce qui a été dit jusqu'ici. Mais je voudrais en rendre la paternité à celui qui nous l'a demandé, rendre à César ce qui appartient à l'amiral Coustillère, puisque c'est l'état-major des armées qui nous a commandé cette formation, en nous donnant les constats qu'il avait faits et en nous indiquant quelle était la direction à suivre. Donc on a eu la démarche, pas au niveau des écoles de Couët-Quidan, mais au niveau de l'état-major, qui a été décrite par Paolo tout à l'heure, c'est-à-dire identifier les besoins, savoir ce qui se fait déjà et créer la pierre manquante. Et il se trouve que cette pierre manquante, c'est ce fameux master spécialisé. Voilà, donc ce master spécialisé, je vais vous présenter. Je voulais dire aussi que mon nom a été cité à plusieurs reprises. Je ne suis évidemment pas seul à avoir créé cette formation. J'ai des collègues, Stéphane Taillat qui était là hier après-midi, qui a travaillé avec moi, et puis Jérémy Buisson qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui lui aussi a grandement contribué à ce que le système se mette en place. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire de ce master, c'est qu'il répond à une demande très particulière, qui est le besoin en expert des opérations cyber et de la gestion des crises. J'ai été frappé tout à l'heure de voir dans la pyramide des groupes que Pierre Arnaud a présenté qu'on avait 4 groupes où on sentait le spécialiste, voire l'expert, et puis le 5e, c'était les généralistes des opérations. Je pense qu'il faudrait remplacer généraliste, Pierre Arnaud, par spécialiste, voire expert. Ce serait le moyen de montrer qu'effectivement, il n'y a pas d'un côté des techniciens spécialistes, voire experts, et puis de l'autre des gens qu'on forme, qui ont des qualités, mais voilà, qui ne méritent pas le titre de spécialiste et d'expert. Donc nous formons les experts des opérations cyber et de la gestion des crises. Alors, comme j'ai une formation plutôt de gestionnaire, je raisonne en termes de positionnement sur le marché. Comment ce diplôme se positionne-t-il sur le marché ? Eh bien, on a vu que l'approche presque naturelle quand on vient des systèmes d'information et de leur sécurité, c'est de raisonner en termes essentiellement techniques et de menaces. L'idée, c'est effectivement, on l'a bien vu, de faire face à des menaces nouvelles qui se déploient dans le cyber, dans l'environnement numérique, comme dit l'amiral, donc pas dans le cyberespace, dans l'environnement numérique, et de faire en sorte que nos systèmes soient protégés par des mesures adaptées tenant à la conception même du système, à la manière dont on programme, Olivier en a parlé, etc., etc. Et sur ce thème-là, effectivement, existe un certain nombre de formations. Alors j'ai repris celles qui existent au sein du pôle d'excellence Bretagne, puisque je ne connais pas forcément les autres, mais on a d'excellentes écoles d'ingénieurs qui préparent des experts de ces questions de cybersécurité, même si effectivement en formation initiale on pourra en discuter, etc. Mais grosso modo, il y a une offre de formation dans ce domaine-là, et Patrick en est l'un des représentants les plus éminents. Au passage, il y a l'école de transmission qui, pour nous, au sein du ministère de la Défense, assure des formations, justement, des groupes 2, 3 et 4, 2, 3, hein, mais qui est vraiment un creuset où se forment les techniciens et les spécialistes de la cybersécurité. Donc il n'était pas question de refaire une nouvelle école ou une nouvelle formation qui serait redondante par rapport à cette offre existante, et donc l'amiral nous a demandé de travailler dans 2 directions. La première, c'est que l'espace numérique n'est pas seulement un espace de menace, mais aussi un espace où se présentent des opportunités, et où il s'agit pour les forces armées qui ont la supériorité dans cet espace d'en tirer le meilleur parti possible. Voilà. Donc il faut être capable de travailler dans cette direction-là. Et puis, deuxième préoccupation très importante, et qui est connu depuis très longtemps en sociologie et en gestion, c'est le fait que dès lors que des experts prennent une importance
très grande, et c'est le cas pour la cybersécurité, eh bien, il s'ensuit inévitablement un fossé avec les gestionnaires, ici les chefs militaires, mais on connaît ça aussi dans les entreprises, et il est évident que si on laisse se creuser ce fossé entre les experts et les chefs, eh bien, on va au-devant de graves difficultés, notamment le fait que les chefs s'en remettent et sont obligés de s'en remettre pour définir leur stratégie à des gens dont ils ne comprennent pas le b.a.-ba du langage. Donc, il fallait se préoccuper de ces deux questions-là et donc développer une formation qui, en termes de positionnement, se situe en décalage par rapport aux formations qui existent déjà, même s'il y a une petite zone de recouvrement, puisque l'amiral, dans sa grande sagesse, a considéré qu'il fallait avoir des prérequis solides en matière technique avant d'aborder la formation d'expertise en termes d'opération. Voilà. Donc on a ce petit recouvrement qui se fait pour un tiers de la formation. À partir de là, puisque la tâche était définie, il ne restait plus qu'à créer la formation elle-même, autour de l'idée que cette formation doit permettre de former des cadres capables de remplir 3 missions. Premièrement, planifier et conduire des opérations dans l'espace numérique. Deuxièmement, réaliser l'interface entre les chefs militaires et les experts de la sécurité des systèmes d'information. Et troisièmement, gérer les crises dans l'espace numérique. Je corrige à chaque fois, puisqu'on est invité à le faire. La formation elle-même, donc, très simplement, c'est une formation sur 1 an qui se situe au niveau post-master, puisque pour entrer dans la formation, il faut un master ou un titre d'ingénieur. Donc, premier bloc sur l'expertise technique, il s'agit de compléter, de renforcer, de mettre à jour les qualités techniques et les compétences qu'ont déjà les stagiaires quand ils arrivent. Ensuite, deuxième temps, il s'agit de former à la planification et à la conduite des opérations, notamment en intégrant l'espace numérique dans un ensemble plus vaste, notamment politique, légal, économique, etc., etc. Et puis, troisième volet, la gestion des crises, puisqu'on part du principe que nous aurons sans doute à gérer des crises, et pas seulement des incidents, mais des crises cyber d'ampleur plus ou moins importante. Vous voyez que les 3 blocs sont grosso modo en termes horaires à peu près équilibrés, et donc s'étalent sur 7 mois, avec une alternance entre l'école spéciale, enfin les écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan et l'école des transmissions, où les stagiaires auront le plaisir d'être accueillis à partir du mois de janvier. Deuxième partie de la formation, une partie qu'on appelle professionnelle, avec une mission professionnelle qui dure 4 mois, où donc là les stagiaires vont mettre en œuvre leurs nouvelles compétences et leurs anciennes compétences également dans des lieux de stage qui peuvent être ceux du monde militaire ou ceux des entreprises civiles, pourquoi pas. Et puis, ils doivent rédiger une thèse professionnelle qui est un exercice de création de connaissances, un véritable projet de recherche académique avec toutes les exigences qui sont attenantes. Donc voilà ce qui existe aujourd'hui. Comme il s'agit de conclure un petit peu l'ensemble, je voudrais vous proposer quelques perspectives d'évolution. Puisque vous êtes la promotion martyre, comme l'a dit l'amiral hier, mais vos successeurs seront peut-être aussi des martyrs, parce que je pense que la formation telle qu'elle existe, elle est très bien. Il faut regarder un tout petit peu plus loin, et un tout petit peu plus loin, je pense qu'il y a encore des manques, et que peut-être la grille de Paolo, il faudra la compléter. Alors, quelle est l'idée que j'ai ? C'est que, globalement, alors j'ai poussé le bouchon un petit peu loin volontairement pour susciter la discussion, même si elle sera très courte évidemment, mais en poussant un peu le bouchon loin, on pourrait se dire que la SSI est peut-être un combat perdu d'avance. Stéphane Taillant en a parlé hier, il a parlé de la métaphore du château fort, qui a été utilisée ailleurs, et donc l'idée du château fort, c'est bien d'avoir une défense un peu périmétrique, avec la distinction claire, nette, marquée entre un dedans et un dehors. Le dedans, c'est l'institution, c'est l'organisation au sein de laquelle on doit pouvoir circuler en toute sécurité, etc. Et puis un dehors menaçant, un espace numérique où traînent des rôdeurs, dont certains sont des sortes de bandes organisées à la solde d'États étrangers, dont d'autres sont des amateurs qui de chez eux essayent de s'amuser à entrer, à pénétrer dans des espaces, etc.
Donc pour empêcher ces intrusions qu'on ne souhaite pas, on met en place des murailles, des firewalls, des choses comme ça. Et puis on contrôle les flux qui doivent passer par des ports bien précis ou des portes bien précises devant lesquelles on met des gendarmes. Et les gendarmes sont là donc pour empêcher les intrus, les indésirables de pénétrer au sein du système. Et justement, le critère de réussite de la SSI, c'est qu'il n'y a pas d'intrusion et que les méchants sont contenus à l'extérieur. Donc c'est ça la métaphore du château. Cette métaphore, elle me paraît aujourd'hui sérieusement minée. Elle me paraît sérieusement minée pour tout un tas de raisons, des raisons culturelles, des raisons techniques, et celle qui m'intéresse moi en particulier, c'est les raisons managériales, puisque c'est là que je connais un petit peu moins mal que les autres. Ce que je constate depuis 20 ans, c'est que tout est fait pour justement que les murailles disparaissent, s'atténuent, s'affaiblissent, hein. Et j'en donne simplement deux pistes. La première, c'est que les théories des organisations qui sont à la mode aujourd'hui et qui sont influentes aujourd'hui sont toutes basées sur l'idée qu'il faut arrêter d'avoir des entités isolées les unes des autres et qu'il faut faire en sorte de favoriser les passerelles, les passages. Donc on fait du delayering, du outsourcing, du networking. Tout ça veut dire que, en gros, il n'y a plus de différence entre dedans et dehors, ou du moins cette différence s'atténue de manière extrêmement importante. Quand on parle de PPP comme gage ultime d'efficacité économique, je veux dire qu'on considère que la distinction entre dedans et dehors a perdu beaucoup de son sens. Deuxième idée, on en a parlé un petit peu, Stéphane ne serait peut-être pas tout à fait d'accord avec ça, mais moi ce que je lis de la défense et de l'attaque, c'est que très clairement le coût de la défense augmente de manière exponentielle, alors que le coût de l'attaque baisse de manière régulière. C'était la courbe qui a été présentée hier par l'exposé de Thalès. Hein. On pourrait même, si on suivait les schémas économiques, avoir des courbes qui sont encore plus marquées. Et donc, clairement, la SSI non soutenable, la SSI sera non soutenable très clairement si elle vise le zéro intrusion, hein, et l'arrêt de tous les méchants à la porte de notre système. Conclusion, ça veut dire qu'en termes de formation, on a une première couche de formation qu'aujourd'hui, je pense, on sait faire, sur laquelle on est très majoritairement centré, qui est la couche visant à préparer des experts capables d'arrêter les intrusions, capables de les détecter, capables de distribuer de favoriser les bonnes pratiques, etc. Et de préserver donc la sécurité à l'intérieur, de préserver l'intégrité du dedans, hein, en dissuadant aussi bien d'ailleurs qu'en véritablement repoussant les attaques. Donc ça, je pense que ce sont les experts techniques de la SSI, et ils sont très bien formés à l'école des transmissions, dans les écoles d'ingénieurs, etc. Donc ça, c'est première couche, elle est absolument essentielle, il faut la développer, je ne dis pas qu'il faut faire autre chose, il est évident qu'il nous faut ces experts techniques, même si je pense qu'il faudra d'autres experts. Deuxième catégorie d'experts, donc les experts des opérations, donc ce que nous avons choisi de former à Coëtquidan, à l'instigation de l'amiral Costillère. Donc se préparer à la crise parce qu'il y aura des crises, on voit bien que les systèmes ne sont pas impénétrables et qu'il y aura forcément des crises, donc il faut s'y préparer. Et une crise, c'est pas un incident. Un incident, on détecte l'attaquant, on l'isole, on traque le virus, etc., on remet en œuvre, ça c'est un incident, c'est pas une crise. Une crise, c'est pas ça. Une crise, c'est un événement non conventionnel qu'on ne peut pas prévoir, pour lequel les procédures d'urgence ne fonctionnent pas, et où il faut inventer des solutions nouvelles, il faut penser en dehors de la boîte. Sauf que quand vous pensez en dehors de la boîte, alors que vous avez des systèmes de contrôle aérien qui ne marchent plus, ou des feux qui sont bloqués dans les grandes villes de France, on n'est plus dans l'incident, on est dans autre chose. Il faut s'y préparer. Et puis planifier, conduire des opérations, parce que c'est quand même le métier militaire. J'étais en Corée du Sud il y a un mois. Les Coréens ont une approche qui est intéressante. Enfin, je ne veux pas trop vous faire peur, mais en gros, ils considèrent que la sécurité des systèmes d'information, c'est pas le métier militaire, c'est pas le cœur du métier militaire. Ça peut pratiquement s'externaliser. Il y a des très bonnes entreprises privées qui font ça. Alors que le cœur du métier militaire, c'est la planification et la conduite des opérations. Et c'est à ça qu'il faut former les militaires. Bon, je ne reprends pas ce discours-là à mon compte, je ne veux pas être pendu à la sortie de l'amphithéâtre, mais voilà, c'est une position qui existe. Et puis en troisième couche, celle à laquelle j'essaie, mais c'est encore de la recherche, donc je ne dis pas qu'il faut faire évoluer le master de l'année prochaine, mais d'abord il y a la question de la défense en profondeur, on en a parlé hier, et Stéphane Taillat notamment en a parlé. Il est évident qu'il va falloir envisager le dedans comme un dedans hétérogène,
dans lequel les niveaux de sécurité seront différents, dans lesquels l'intrus pourra sans doute pénétrer dans certaines zones où, d'ailleurs, on voudra peut-être l'attirer pour mieux le coincer, et par contre, il y a des zones qu'il faudra durcir, et donc il faudra accepter cette différenciation au sein même d'une institution, avec des zones protégées et des zones pas protégées. Ce qui veut dire que la défense périmétrique doit laisser la place à quelque chose de beaucoup plus différencié. Donc on a parlé hier du modèle Cisco, donc je vais m'empresser d'aller regarder ce que fait Cisco parce que je ne le connaissais pas, hein, j'avoue mon ignorance, et c'est un modèle qui me paraît intéressant. Et puis l'autre piste que moi je voudrais bien explorer, c'est la question d'agir en milieu contaminé. Si on considère que la sécurité ne peut pas être totale, ça veut dire qu'il y a forcément des environnements dans lesquels on va se mouvoir qui seront des environnements contaminés, au sein desquels il y aura possiblement des gens qui sont là pour espionner, pour saboter, etc. Et il faudra faire avec. On ne pourra pas nécessairement les sortir. D'ailleurs, dans certains cas, on ne sait même pas qu'ils sont là. Mais il faut certainement adapter nos comportements pour faire en sorte que, même dans un dedans où on supposerait qu'il y a des menaces non identifiées, eh bien, il faut quand même qu'on puisse continuer à agir. Donc quelles sont les solutions techniques, quelles sont les solutions organisationnelles? Et je pense que les prochaines promotions auront à réfléchir à cette question-là. Comment faire face à un environnement contaminé et comment peut-on agir dedans? Voilà. Alors, j'en ai terminé et il me reste une chose importante à faire pour conclure, c'est de remercier tous ceux qui nous ont permis d'organiser ce colloque. Ça n'a pas été facile. Je sais que Gérard a plus de cheveux blancs aujourd'hui qu'il n'en avait il y a 2 mois, parce que ça a été très compliqué, et donc fort heureusement, on a été beaucoup aidé par les institutions. Donc je voudrais les remercier parce que franchement, il y a des fois on fait des remerciements comme ça, un peu à la fin en vitesse, parce que bon, il faut le faire. Là, très honnêtement, pour avoir aidé Gérard à organiser, ce sont des vrais remerciements très sincères. Donc il y a d'abord la chaire Saint-Cyr Sogeti Thalès, il ne faut pas oublier Saint-Cyr, dans la chaire Saint-Cyr Sogeti Thalès, il y a aussi Saint-Cyr, qui nous a permis de travailler dans de très bonnes conditions, de dîner hier soir aussi dans de très bonnes conditions, donc c'est pas du tout négligeable. Et je veux dire que sans la chaire, on n'aurait pas la possibilité d'organiser des colloques comme celui-ci. Donc franchement, c'est un soutien extrêmement actif, à la fois financier et aussi intellectuel, puisqu'on a eu, on aurait dû avoir 2 présentations par Saint-Cyr et par Sogeti. Bon, malheureusement, comme l'a dit Gérard hier, notre intervenante chez Sogeti, pour des raisons personnelles, n'a pas pu venir. Et donc, encore une fois, un très grand merci à Thalès pour les présentations qui ont été faites et qui étaient tout à fait intéressantes. Alors, la représentation, évidemment, militaire française auprès de l'Union nous a énormément facilité la tâche, nous a aidé sur le plan matériel aussi bien que sur le plan des contacts. Hein, donc, le capitaine de vaisseau Guitare et le personnel, enfin tout le personnel de la représentation, d'ailleurs en particulier l'adjudant Duhamel qui nous a bien aidé pour l'accueil. Le service extérieur de l'action européenne, par qui on est entré dans les institutions européennes, ce qui pour nous est un peu compliqué. On vient du fond de la Bretagne et les institutions européennes nous sont toujours un petit peu, enfin, nous surprennent par moments. Donc le lieutenant-colonel Albertini Rosso, bien sûr, et Caroline Timon, franchement, sans qui on n'aurait pas pu travailler. Après, évidemment, l'EMA Cyber. L'amiral Coustillard a fait l'effort de venir jusqu'ici, sachant combien son emploi du temps est chargé. Je pense que c'est un signe de sa part qu'il attache une importance aux travaux qui ont été faits aujourd'hui.